À la une ce soir, le blocage du lycée Charles Coeffin à Bemao. Les agents techniques qui attendaient du renfort pour accomplir leurs tâches n'ont rien vu venir. Ils ont bloqué l'établissement pour remettre au goût du jour un cahier de revendications déjà ancien. L'ancien président de la région compte fort sur son successeur. Dans un long entretien accordé à nos confrères de France Antilles, il compare la gestion de la collectivité régionale à celle d'un bateau sans maître. Le décryptage de Linda Kayarsi est à venir. Le Conseil maritime ultramarin du bassin Antilles a dressé son premier bilan aujourd'hui. Gestion des crises sanitaires, environnementales et développement de la filière pêche ont constitué l'essentiel des échanges. Nous le verrons le détail avec Karen Diamin. Et les touristes adhèrent-ils au carnaval? Tous les comités carnavalesques et les autorités politiques entendent faire du carnaval une offre touristique. Mais comment ces visiteurs jugent-ils celui-ci? Nous sommes allés à leur rencontre. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Nous ouvrons ce journal avec cette information. Cédric Cornet, de retour au tribunal pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Les faits présumés remontent aux grandes vacances 2013 à Gosier. L'ancien conseiller régional qui dispensait alors des cours particuliers à son domicile aurait eu des rapports sexuels avec une jeune fille âgée de 13 ans, selon le témoignage de celle-ci. Lui nie toute implication dans cette affaire et récuse les accusations de comportement délictuel vis-à-vis de cette victime. L'audience qui a débuté cet après-midi, comme vous pouvez voir sur ces images, au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre est toujours en cours. Et le blocage du lycée Charles Coeffin ce matin, les agents techniques qui attendaient du renfort pour accomplir leurs tâches n'ont rien vu venir. Ils ont bloqué l'établissement pour remettre au goût du jour un ancien cahier de revendications. Les cours reprendront pour les élèves demain, mais l'affaire n'est pas réglée tant qu'au fond. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Les portes du lycée polyvalent régional sont restées closes ce matin. En cause, une mobilisation des adjoints techniques des établissements. Depuis la rentrée, précisément, au lycée Charles Coeffin, nous sommes en déficit de personnel. Tout le monde sait que les contrats CEI n'ont pas été reconduits. Donc, par rapport à ça, nous sommes en sous-effectif, ça fait un moment. Et nous en avons vraiment marre de crier notre douleur à la région. Nous avons eu une rencontre avec les représentants. Et bon, apparemment, ça n'a pas donné grand-chose, puisque jusqu'à maintenant, sur les 10 personnes qu'on devait avoir, on n'en a eu qu'une effectivement. Et ce n'est pas suffisant. Nous sommes dans un climat vraiment de pression, parce qu'il faut faire les choses, mais en même temps, on n'est pas assez nombreux, donc voilà. Je n'ai pas été informé qu'aujourd'hui, qu'il y aurait une fermeture d'établissement. Donc j'ai été particulièrement surpris. C'est vrai qu'il y avait déjà eu une rencontre préalable entre les représentants syndicaux et la collectivité. Bon, je n'y étais pas, donc je n'ai pas plus d'infos par rapport à ça, mais au dire des personnels, on devrait avoir, à compter d'hier, du monde en plus. Bien que pénalisante pour l'ensemble de la communauté scolaire, le corps enseignant soutient ce mouvement de grève. Je pense qu'il est légitime. Il y a un bon moment que j'entends parler d'un certain nombre de choses qui ne vont pas chez les personnels à tech. Et bon, je m'attendais à ce qu'un de ces quatre, ça pète. Pour le moment, le personnel enseignant n'est pas en grève. Mais je pense que lorsque nous, on a des soucis, ils nous soutiennent. Donc je pense qu'on peut aller jusqu'à les soutenir. Ça dépend de l'ampleur que prendra le mouvement. Les agents ATEC dénoncent également le manque de matériel, incluant les tenues de travail du personnel. Une rencontre a été organisée entre les grévistes et la région pour répondre aux attentes des syndicats du lycée. Et la grève des établissements scolaires en Guyane prend de l'ampleur. Aujourd'hui, près de 300 personnes se sont réunies pour une marche de protestation. Elles ont défilé jusqu'au rectorat, réclamant la création de nouveaux postes et surtout le renforcement de la sécurité aux abords des écoles. Reportage Pierre Tréfaux. Regroupés devant le collège d'Auxence-Contou, les enseignants des écoles, collèges et lycées de Guyane se sont mis en marche vers le rectorat pour rencontrer la direction académique. Aujourd'hui, c'est la journée où tout le monde va pouvoir effectivement rejoindre le mouvement qui a été initié par les collèges en lutte. En fait, aujourd'hui, c'est l'occasion pour tous ceux qui se sentent concernés de rejoindre leurs collègues et de montrer qu'effectivement, ils sont solidaires. Malgré une faible mobilisation des enseignants, tous les syndicats ont été appelés pour la mobilisation, accompagnés des parents d'élèves, mais aussi des élèves. Il manque des choses dans les ateliers et le plafond s'est troué. Quand il pleut, l'eau rentre dans l'atelier, c'est pour ça on n'a pas tous les matériels qu'il faut pour travailler dans les ateliers et c'est pour ça qu'on maintenant on fait les grèves.
D'autres rassemblements étaient organisés à Kourou et à Saint-Laurent-du-Maroni ce matin. À Cayenne, une délégation a pu rencontrer le recteur. Alors, la délégation est composée de l'intersyndical qui comprend le SEUNSA, le SNES Guyane, l'UTG, Sud Solidaire. Et nous sommes représentés aussi par les établissements en grève, c'est-à-dire Concorde et Auxence Contou. 200 contrats uniques d'insertion et 40 postes d'assistants d'éducation ont été promis pour la rentrée des vacances de février, mais pas d'annonce de moyens pour la rentrée 2018. Nous, notre demande elle est très claire. Pour obtenir les moyens minimums de travail, la base plancher, c'est 150 assistants d'éducation et 30 CPE en dotation supplémentaire. Si on ne les obtient pas, on ne peut pas travailler correctement et faire notre travail. Ce n'est pas possible. Donc actuellement, si tous ces collègues sont mobilisés, si les parents sont là, si des élèves sont là, c'est pour dire on ne peut plus. Les sénateurs Antoine Karam et Georges Patient ont pu rencontrer le ministre de l'Éducation pour lui remettre ses demandes. Pour montrer leur bonne volonté, le personnel d'Auxence Contou a décidé de reprendre les cours dès demain. Mais en état de veille, ils sont prêts à reprendre le mouvement. Et dans l'actualité politique, le retour en scène pour Victorin Lurel. Après avoir confié aux médias sa volonté de créer un nouveau parti politique, voici que l'ancien président de la région cogne avec vigueur sur son successeur Harry Chalus. Dans un long entretien accordé à nos confrères de France Antilles, il n'hésite pas à comparer la collectivité régionale à un bateau ivre. Le récit de Linda Kayarsi. Tout d'abord, l'ancien président de région s'attaque à la situation financière de la collectivité à son départ. Dans les colonnes de France Antilles, Victorin Lurel dément avoir laissé une région en déficit et endettée. Son argument, le compte administratif a été voté avec 52 millions d'excédents et 60 millions d'épargne. Victorin Lurel se veut également un élu d'opposition fort de propositions, sauf le 19 janvier où il a décidé d'introduire un recours en excès de pouvoir concernant la suppression du C2DT, contrat de développement durable territorial. Concernant la gouvernance de l'actuel président, Victorin Lurel se veut cinglant. Aucun point positif à la politique menée actuellement. Les exemples se multiplient pour étayer son argumentaire. Festival de musique supprimé, jeu de la francophonie annulé, pire, la diminution du budget alloué à la scène patrimoniale du MACT. Sur des questions d'actualité comme l'épineux dossier de l'eau, pour l'ex-président de région, la collectivité régionale actuelle n'a pas fait grand-chose, mais il semblerait qu'elle soit sur la bonne voie avec les EPCI. Mais bien sûr, pour Victorin Lurel, il y a une communication de la poudre aux yeux, notamment sur les 400 millions d'euros que l'État serait prêt à mettre sur la table. Pour finir, le sujet chlordécone reste plus que jamais d'actualité. Victorin Lurel évoque ses actions en justice et sa volonté que l'État, en finançant des études épidémiologiques et en permettant la poursuite de recherches, notamment l'actualisation d'une cartographie des sols pour mieux définir les zones à risque. En ce qui concerne les prochaines échéances électorales de Victorin Lurel, pour le moment ce n'est pas d'actualité. L'ex-président préfère se concentrer sur la création d'un nouveau mouvement politique, un socialisme moderne. Et le Conseil maritime ultramarin du bassin Antilles, inauguré, installé il y a un an, a dressé aujourd'hui son premier bilan à la résidence départementale à Gosier. Gestion des crises sanitaires, environnementales et développement de la filière pêche en Guadeloupe ont constitué l'essentiel des échanges. Le détail avec Karen Diamin. Près d'un an après sa mise en place, le Conseil maritime ultramarin a pu dresser un premier état des lieux. Les différents acteurs ont reconnu qu'ils faisaient face, dans le bassin maritime des Antilles, à des problèmes communs. Je vous en donne un exemple. Lorsque l'ouragan Irma a frappé Saint-Martin, il y a eu des préoccupations en matière de sécurité, notamment pour les bateaux qui étaient acheminés pour les moyens de secours. Et donc l'ensemble des acteurs se sont conformés aux règles de navigation spécifiques qui ont été mises en œuvre. De la même façon, vous avez une préoccupation qui est commune à tous les acteurs, c'est la préoccupation écologique. Qu'il s'agisse des pollutions d'origine terrestre, la chlordécone, également la préoccupation relative aux sargasses qui frappent par exemple la Guadeloupe et la Martinique de façon commune. Donc c'est vraiment le premier enseignement. Outre ces problèmes environnementaux, le Conseil maritime ultramarin émet également des recommandations sur les enjeux économiques de la mer et du littoral. Effectivement, il y a un énorme potentiel de développement puisque simplement 20% des produits de la pêche
sont pêchés localement dans les produits consommés en Guadeloupe. C'est-à-dire que 80% des produits de la pêche consommés en Guadeloupe ne sont pas pêchés par des Guadeloupéens. Donc là, nous avons un potentiel de développement, il faut y travailler. C'est compliqué parce qu'il va falloir peut-être modifier les pratiques de pêche, aller chercher la ressource un peu plus loin qu'aujourd'hui, d'autant plus qu'un certain nombre de secteurs autour de la Guadeloupe sont interdits de pêche du fait de la chlordécone. Voilà, donc ça, c'est un travail qui va demander un peu de temps, mais il faut absolument, effectivement, constituer une filière pêche beaucoup plus structurée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Autre volet de ce conseil, le tourisme, qui lui aussi influe sur le bassin Caraïbe. Nous allons établir, en ce qui concerne le développement touristique, qu'est-ce que le milieu maritime peut apporter au développement touristique. Mais s'occuper de stratégie de la mer en matière maritime, c'est aussi protéger le milieu. Parce que si nous voulons que les pêcheurs aient de la ressource, il faut protéger le milieu. Il y a des problématiques environnementales, il y a des pollutions dont je viens parler, comme la chlordécone. Donc c'est aussi cela qu'il faut regarder. Et puis nous sommes dans un bassin Caraïbe, au-delà du bassin antillais, avec des voisins d'autres pays avec lesquels il nous faut collaborer. Il faudra attendre encore une année avant de pouvoir établir définitivement un document stratégique qui permettra à terme de proposer un plan d'action à l'échelle du bassin Antilles. Et à Martinique, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et les militants de la Sopamar venus s'opposer au projet d'aménagement du port Coé dans la commune de Lamentin. Il prévoit de moderniser la zone et de la transformer en marina, un programme soutenu par les élus locaux. Reportage Jean-Marc Dabreux. Un face-à-face musclé pour libérer la route d'accès de Port Coé. Les militants de la Sopamar, délogés un à un par les forces de l'ordre. Normalement on pousse, ils poussent, mais il y en a qui donnent des coups de matraque en douce pour faire reculer. Et voilà, et après ils te regardent avec un regard très menaçant. Motif de la manifestation, un projet d'aménagement porté par la CACEM. L'association écologiste y voit une menace pour la mangrove. On comprend mal que toute une étendue de mangrove qui, on va dire, s'étend depuis l'aéroport et qui continue jusqu'au bout là-bas, va être carrément détruite. Il paraît qu'il s'agit de 85 hectares, il semblerait 85 hectares qui vont être détruits, on ne peut pas accepter ça. Parmi les manifestants, cet homme. Sa famille vit ici depuis 1970. Menacé d'expulsion, il est en conflit avec l'État depuis plusieurs années et après une récente décision de justice, il est sommé de quitter les lieux. Je ne suis pas propriétaire du sol, le sol appartient à l'État et fait partie du domaine public. Je suis propriétaire de toutes les constructions qui ont été achetées à la demande de l'État et qui étaient à ce moment-là sur le domaine privé de l'État. Je ne veux pas partir parce que je suis propriétaire des installations. Nul ne peut être forcé à quitter son bien, sauf pour un motif d'utilité publique et moyennant une indemnité juste et préalable. Ancien embarcadère sucrier, le site accueille plusieurs bateaux et la mangrove alentour semble déjà polluée par cette activité. À la CACEM, on affirme que la protection de l'environnement sera prise en compte et que le projet sera limité à 12 hectares. On ne peut pas faire un aménagement sur 85 hectares, on ne va pas remblayer la mangrove du Lamentin, c'est une blague. On ne peut pas développer la Martinique en ne faisant pas du transport maritime ou en passant à côté ou en faisant toujours des petits projets qui ne se projettent pas sur l'avenir. Donc aujourd'hui, près de l'aéroport, nous avons la possibilité d'avoir du transport maritime, de ramener des touristes à l'Anse-Mi-Temps, de ramener du public à Fort-de-France. À ce stade, l'étude d'impact environnemental et l'enquête publique n'ont pas encore été lancées. Le projet est encore à sa première phase, constituée par la pose d'une clôture que la manifestation d'aujourd'hui n'aura pas empêché. Et parlons santé maintenant. Que deviennent les seringues utilisées par les diabétiques en autotraitement ? Selon l'organisme de collecte dédié aux déchets d'activités de soins à risque infectieux, en Guadeloupe, 61% des patients jettent encore ces déchets perforants dans leurs poubelles. Pour y remédier, l'équipe nationale de cet organisme est en visite chez nous afin de renforcer la sensibilisation des populations. Laurence Bourré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la déléguée générale de l'ADASTRI, c'est le nom justement que porte cet éco-organisme. Seuls 39% des produits perforants sont récoltés en Guadeloupe, ce n'est pas assez. Or, ceux-ci ne doivent pas être mélangés justement aux déchets ménagers. En quoi, expliquez-nous, peuvent-ils être dangereux ? Alors, ce sont des déchets perforants. Leur nom parle d'eux-mêmes. Ça veut dire que les personnes qui sont amenées à collecter les déchets ménagers, quand ils sont jetés dans ce circuit, eh bien, risquent de se piquer. Et si
Pour l'essentiel, ce sont des patients diabétiques, donc une pathologie qui n'est pas contaminante. Il existe 20 autres pathologies qui, pour certaines, sont contaminantes et ces personnels risquent d'être contaminés en se piquant sur ces perforants. De quel public s'agit-il justement? Alors les agents de collecte qui vont collecter les déchets ménagers, mais aussi les agents qui trient les déchets sur les tapis de tri. On ne sait pas que ce sont des personnes qui trient manuellement et qui séparent les déchets recyclables des déchets non recyclables. Et ces agents-là sont susceptibles de se piquer. Y a-t-il déjà eu des cas de contamination en Guadeloupe? En Guadeloupe, non. Nous avons un seul cas de contamination avérée au niveau national. En revanche, il y a beaucoup d'accidents. Et ce n'est pas seulement le risque de contamination qu'il faut prendre en compte, mais ce que l'on qualifie de risque psycho-émotionnel. C'est-à-dire que les gens qui se piquent ne savent pas si, à terme, ils seront contaminés ou pas. Ils suivent un protocole de soins qui est long, qui est lourd, qui dure plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, la personne et sa famille est en souci de savoir si effectivement il a été ou non contaminé. Est-ce que ces accidents justement arrivent fréquemment aussi sur notre territoire? Malheureusement trop fréquemment. Des signalements, c'est-à-dire la présence de ces déchets perforants dans les déchets ménagers arrivent régulièrement. Des accidents moins régulièrement, mais ils arrivent quand même. Comment faire pour éviter justement d'en arriver à là? Alors c'est très simple. Il suffit aux patients d'aller chercher cette petite boîte jaune avec un couvercle vert, entièrement gratuite et distribuée par toutes les pharmacies de l'île. Toutes les pharmacies sont approvisionnées en boîtes et peuvent les mettre à disposition gratuitement des patients concernés. Les patients remplissent cette boîte avec seringues, stylos insuline, lancettes, bref, tous ces déchets qui sont utilisés au domicile des patients en autotraitement pour leurs soins et qui ensuite sont fermés définitivement avant de les redéposer en pharmacie. Toutes les pharmacies les distribuent, 112 les récupèrent sur les 150 de l'île et nous avons espoir que toutes les pharmacies à terme acceptent le retour de ces boîtes déposées par les patients. Il y a donc une sélection de pharmacies qui acceptent de récupérer ces boîtes, de faire la collecte? Il n'y a pas de sélection, c'est du volontariat. Donc aujourd'hui, 112 pharmacies sont volontaires sur les 150 de l'île et on espère que les 40 autres vont rejoindre le dispositif. Comment savoir aussi. Si moi je suis diabétique, quelle pharmacie justement qui accepte de récupérer ces boîtes? Donc nous avons un site, dastri.fr, sur lequel vous trouvez un outil de géolocalisation. Donc vous rentrez la commune, donc le code postal de votre commune, et apparaissent sur cette carte toutes les pharmacies qui sont points de collecte. Merci Laurence Bourré d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, nous continuons à parler d'une question santé. Les taux de chlordécone contenus, vous le savez, dans nos aliments, auront-ils notre peau? C'est la question que se posent beaucoup de spécialistes et de Guadeloupéens. Si le gouvernement autorise une limite en chlordécone dans les produits que nous mangeons, certains professionnels de santé s'en inquiètent. Ils estiment qu'il ne faudrait tolérer aucune présence de ce pesticide dans nos assiettes. Le reportage est signé Jean-Marc Dabreux, Alizé Lutran, d'ATV Martinique. On regarde le reportage. Le chlordécone, un véritable casse-tête sanitaire, fait l'objet de nombreuses polémiques. Dernière en date, cette passe d'armes au Sénat entre le sénateur guadeloupéen Victorin Lurel et la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Quant aux amendements visant à intégrer la problématique de la chlordécone aux Antilles, je crains qu'ils n'engendrent une confusion avec le plan éco-phyto et les études épidémiologiques en cours, notamment de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de Santé publique France. L'enjeu de la chlordécone est bien différent de celui qui occupe la proposition de loi qui concerne l'exposition actuelle aux phytosanitaires autorisés. Je rappelle que le chlordécone, quant à lui, est interdit en Europe depuis 2007. Si nous incluons dans le dispositif un lien entre utilisation des phytopharmaceutiques et une pollution, et non plus un lien entre une exposition et une indemnisation, nous ferons perdre au fond sa vocation essentielle d'indemniser des personnes. Au moment où je vous parle, par les décisions de l'État, Madame la Ministre, plusieurs fois où on a autorisé la vente après 1976, alors que le pays libéral que sont les États-Unis l'avait interdit. Et il faut beaucoup de choses pour qu'aux États-Unis interdisent des produits de l'industrie chimique et pharmaceutique. On l'a autorisé. On a même à 3 reprises donné des dérogations. On l'a fait. On a relevé à 2 reprises, en 2008, et vous savez, Madame la Ministre, que le seuil, les LMR européens, c'est 10 microgrammes. Nous, on a dit c'est 20 microgrammes. Ça permet de vendre la banane.
Ça permet de vendre nos légumes. Ça permet de ne pas indemniser les planteurs et les éleveurs. Pour la viande rouge, c'était 20 microgrammes. Eh bien, en 2013, on l'a porté à 100 microgrammes. Pour les viandes blanches, c'était 20 microgrammes. On l'a porté à 200 microgrammes. Donc, on n'indemnise pas les éleveurs. Qui fait ça? C'est l'État et l'Europe. Et aujourd'hui, donc, ce sont des producteurs, donc indemnisation économique. Là, il y a les indemnisations des malades. Et vous dites, circulez, pardonnez-moi de dire ça, souffrez que je vous le dise, circulez, il n'y a rien à voir. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, publié par le journal Le Monde, revient sur des décennies de connaissances accumulées sur le dossier. Et pour le docteur Jos Pélage, il n'y a pas lieu de tergiverser. Pour l'instant, nous sommes en train de discuter de doses, de petites, de 20, de 100, de 200. Est-ce qu'on a eu raison d'augmenter ou pas? Je crois qu'à partir du moment où on raisonne en perturbateur endocrinien, la question de dose ne se pose plus. Il faut 0. Mais voilà, les décisions ne sont pas encore prises. Et à l'Agence régionale de santé de Martinique, un syndicaliste parle même de mise au placard de certains fonctionnaires spécialistes de la question. Nous avons été reçus par le directeur général de l'ARS qui, évidemment, a refusé d'admettre qu'il y avait une mise au placard de certains personnels. Il a mis ça sur le compte d'une nouvelle façon de manager ses équipes. Alors on le voit, cette nouvelle façon de manager les équipes, ça se traduit de fait par des personnels qui sont chargés normalement, qui sont experts sur ce dossier, qui ne peuvent plus aller en réunion. Ça se traduit par des documents écrits où on nous demande de ne pas nous rendre dans des débats publics. Le syndicaliste a fait part de ses interrogations par courrier à la ministre de la Santé, un courrier qui reste à ce jour sans réponse. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les assises de l'outre-mer qui s'intéressent à la problématique du vieillissement de la population en Guadeloupe. Et puis, il nécessite des investissements de plus en plus lourds. Mais notre carnaval plaît-il aux touristes? Nous le verrons. Le vieillissement de la population va s'accentuer dans les années à venir. La tranche d'âge des 75 ans va constituer à l'horizon 2040 40% de la population guadeloupéenne. Comment anticiper ce changement démographique? Il en était question aujourd'hui aux assises des Outre-mer qui ont eu lieu à la préfecture de Basse-Terre. Le point avec Yvan Lemar. Pour cet atelier des assises de l'outre-mer, 5 sous-ateliers étaient proposés. Rester en santé, adapter l'urbain et l'habitat, rompre l'isolement et recréer le lien social, vieillissement et précarité financière, vieillissement et perte d'autonomie. La population attendait ces ateliers, donc, et nous étions déjà acteurs dans un certain nombre de choses, donc c'est toute une continuité pour nous. Les assises, c'est une continuité pour aller justement sous le terrain, voir un petit peu les attentes des autres partenaires, des autres acteurs. Mais nous sommes déjà en dynamique à la Caisse générale de sécurité sociale sur un certain nombre de problématiques au niveau du bien vieillir. Les 90 participants pouvaient prendre part à 3 ateliers au choix pendant 35 minutes. Chaque atelier était encadré par un animateur et un secrétaire chargé de mener les débats et recueillir les propositions. Nous avons des idées très intéressantes. Je crois qu'il faut laisser la parole aux personnes concernées. Notamment, moi j'ai participé à l'atelier santé. Des propositions émergent. Je crois qu'il y aura tout lieu pour le département en tout cas de se les approprier également. J'ai participé à l'atelier sur le logement. Vous savez que c'est une problématique qui se porte avec acuité puisque 80% voire 90% des personnes âgées souhaitent rester à domicile en Guadeloupe, alors qu'en France vous avez 50% à peu près de ces personnes qui restent à domicile. Donc je crois que la problématique en Guadeloupe elle est différente et il est important justement de bien entendre les besoins des personnes âgées pour le bien vieillir à domicile. Une synthèse de ces travaux sera rédigée par le département et la Caisse générale de sécurité sociale, puis elle sera transmise au gouvernement pour contribuer à la rédaction d'un livre bleu outre-mer dont la publication est prévue au printemps 2018. Autre enjeu, celui de la distribution de l'eau potable dans l'archipel. Depuis quelques semaines, les initiatives se multiplient pour trouver une solution aux problèmes d'eau que rencontre le pays. Qu'en pensez-vous? On écoute vos réactions recueillies par Karen Diama. En fait, j'entends pas mal de choses, mais il y a des choses, je pense que, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce qu'il y a des choses, je veux dire, ils se mettent ensemble, mais derrière, est-ce qu'il y aura les moyens pour arriver à terme à tout ça? Je n'en suis pas sûr. Moi, je trouve que là, pour l'instant, ils ne font rien d'extraordinaire à laquelle, et que, comme on dit, ils doivent essayer de se dépêcher pour faire quelque chose. Parce que là, on en a marre avec les coupures d'eau.
Effectivement, ils se sont mobilisés. Je pense qu'il était temps de réagir parce qu'en Guadeloupe, on souffre de l'eau et il y a pas mal de problèmes pour la canalisation. Donc je pense que s'ils se sont réunis, c'est une très bonne chose. J'espère qu'ils vont continuer, ça ne va pas rester là. Ce qu'ils font, c'est vraiment bien. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû faire ça. C'est pas actuellement là. Soit mettre tout le monde se met ensemble pour pouvoir faire quelque chose de bien. Parce que c'est la population qui souffre dans tout ça. Donc vous trouvez ça bien? Oui, ce qu'il faut maintenant, c'est bien. Pour l'année nouvelle là, je trouve que je vais lever les pieds. Je pense que notre président de région, il veut tout changer parce que bon, il veut mettre une autre stratégie en place avec qui est un prix unique de l'eau. On a trop de régies sur une île de 400 000 habitants et que moi je pense qu'à mon avis, il serait beaucoup plus prohibitif d'avoir un seul prix pour tout le monde. Il y a belle lurette, disons que on parle, on fait des réunions sans fin. Actuellement, je constate qu'il y a une autre démarche plus fondamentale qui est faite. Enfin, j'espère que ça aboutira à quelque chose. Il n'y aura pas encore dans 10 ans à revenir là-dessus. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bien sûr, on a trop attendu, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand il n'y a pas d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire. Alors, souhaitons que nous ayons de l'eau le plus vite possible, parce que vraiment, ça commence à être long. Tous les comités carnavalesques et les autorités politiques entendent faire du carnaval une offre touristique. Mais comment les touristes présents en cette période jugent-ils notre carnaval? Participent-ils par exemple aux différents événements qui ponctuent celui-ci? Réponse avec Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. La carnaval de la Guadeloupe, il y a de la danse. Et puis encore de la musique et fiesta quoi. On est quand même dans le Caraïbe, le carnaval est complètement différent du nôtre, donc ça serait sympa d'aller voir ça. Ah, j'aimerais bien, mais je ne participerai pas dans le carnaval. Dimanche, on avait vu déjà un passage de carnaval. J'ai enregistré tout, presque la totalité, et puis c'était très très joli. C'est la première fois que je vois ça de mes yeux quoi. Le carnaval de Guadeloupe, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs et c'est très festif et très olé olé quoi. C'est bien, c'est mouvementé, il y a du monde, c'est accueillant, les déguisements sont sympas, la musique. Elle est typique, beaucoup de couleurs, de la musique, beaucoup de musique et puis aussi beaucoup de calme. C'est-à-dire que les spectateurs autour sont très calmes. Et ça, c'est très agréable. Le carnaval de Guadeloupe, c'est super. Il faut le voir. Il faut venir à la Guadeloupe. Ce que j'ai lu, je n'ai lu que du bien sur la façon dont c'est organisé, sur les couleurs, sur votre capacité à vous amuser, à prendre plaisir de la vie et tout. Et ça, je trouve ça intéressant. Le carnaval de la Guadeloupe, j'ai été à celui de Bémao en particulier, de voir les costumes, la musique, de voir les gens, les fouetteurs, etc. C'était très sympathique. J'aime bien les costumes. J'apprécie beaucoup le travail de toutes ces dames qui passent sûrement des heures à bricoler ça, à bichonner. Et le défilé, après, c'est super. Hein, les danses, les chorégraphies, tout est beau. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, la solidarité autour de l'eau continue. Faites des réserves si vous habitez à Sainte-Anne. Les coupures sont prévues chez vous demain à 18h avec un retour à la normale le lendemain à 7h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial Millénis aux Abîmes l'après-midi. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 6 février. Ce matin, nous l'avons vu, le blocage du lycée Charles Coëffin à Bémao.
Les agents techniques qui attendaient du renfort, notamment du recrutement, n'ont rien vu venir. Ils ont bloqué l'établissement pour remettre au goût du jour ce cahier de revendications. Mais les cours reprendront dès demain pour les élèves. Et l'ancien président de la région Guadeloupe compte fort sur son successeur Harry Chalus. Dans un long entretien accordé à nos confrères de France Antilles, il compare la gestion de la collectivité régionale à celle d'un bateau sans maître. Le Conseil maritime ultramarin du bassin Antilles a dressé son premier bilan sur la gestion des crises sanitaires, les questions environnementales et le développement de la filière pêche qui mérite, qui a encore un fort potentiel. Et puis nous l'avons vu, les touristes adhèrent-ils au carnaval? Oui, tous les comités carnavalesques et les autorités politiques entendent faire, en tout cas du carnaval, une offre touristique. Et nous l'avons vu, ces visiteurs apprécient cette manifestation culturelle. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47.